bien investir dans la bonne SCPI, c'est important, mais c'est encore plus important de choisir la façon de le faire. Est-ce que tu veux le faire via une assurance vie ? Est-ce que tu veux le faire via ton plan épargne retraite ? Est-ce que tu veux le faire à crédit ? Est-ce que tu veux le faire en direct ou sur une SCI ? Est-ce que tu veux le faire en démembrement ? Il y a pas mal de manières de le faire, et c'est pour ça que ça nécessite quand même un petit peu de se renseigner. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. J'y vais, je disais à l'instant, avec Gauthier. Salut Gauthier. Salut Mathieu. Je suis ravi de te recevoir. Gauthier, je quand même de la Brousse Mailloux, donc de chez Iroko. On a eu la chance d'échanger récemment à propos du sujet qu'on aborde aujourd'hui, que j'ai déjà abordé ici sur La Martingale. Ce sujet à la fois passionnant et à la fois très pompeux dans l'approche. Tu vois ce que je veux dire, la SCPI. Le terme est horrible. C'est vrai que quand tu entends le mot SCPI, tu as plutôt envie de partir en courant que de t'y intéresser. Mais c'est quand même un produit qui arrive à convaincre quelques milliers de Français tous les ans. C'est 1 million de Français qui ont des parts de SCPI aujourd'hui. Donc c'est pas zéro. C'est pas zéro. Et en fait, c'est vrai que ce terme, je sais pas, faudrait peut-être le faire évoluer. Alors, vous êtes assez expert. Moi, j'ai découvert la SCPI un peu plus grâce à je crois que c'était le 2e sponsor de La Martingale qui s'appelle Atlante Voisin, que tu connais certainement, oui. Qui est un acteur aussi innovant de la SCPI, qui grossit, qui s'est bien développé, que je remercie au passage, Jean-Christophe, Thomas, qui m'ont fait confiance en 2020. Et en effet, en fait, tu sais, c'est tous ces acronymes... PEA, PME, SCPI, je sais pas quoi, avec des avantages fiscaux. T'as l'impression que tout ça est fait pour complexifier la vie. SCPI, d'ailleurs, c'est donc une société... civile de placement immobilier. De placement immobilier, simple. Et en fait... Alors, je voudrais aujourd'hui qu'on parle de différentes choses. On repose les bases de la SCPI, mais je voudrais surtout voir un peu... moi, mes craintes, on est... j'espère en train de voir le bout du tunnel de la crise du Covid, de la crise sanitaire en France. En tout cas, là où, au moment où on parle, à l'aube de juin 2020, beaucoup de gens commencent à être vaccinés, on retrouve les terrasses, etc. Mais on se dit que, notamment dans l'immobilier, il va y avoir un avant, un après. Clairement. Il y a des univers dans lesquels peut-être je croirais plus, dans lesquels je croirais moins. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, d'une part. Et puis aussi parler un peu des nouvelles SCPI. Parce que, en fait, quand on y pense, j'ai fait récemment un épisode sur comment investir entre potes, tu vois. Ouais. Et quand je vous ai parlé chez Iroko, j'ai un peu ressenti cette approche de la SCPI. C'est se dire, en fait, on se met à beaucoup, tu diminues les risques. C'est exactement ce qu'on a fait. Hein. Ouais. Nous, concrètement, on a créé Iroko au début pour nous et nos amis, parce qu'on l'avait fait à petite échelle, juste tous les 4, avec mes autres associés, Louis, Charles et Olivier. Et on a voulu passer à l'échelle en allant chercher un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers pour faire des appels publics à l'épargne. Mais en fait, au début, quand tu lances une SCPI, t'as pas de track record, t'as pas de performance à montrer. Et même, tu vois, ton premier actif, en fait, faut que tu l'achètes. Donc, en fait, les premiers épargnants d'Irokozen, c'était nous 4, et on était ravis de prouver et de montrer qu'on était, nous, les plus confiants dans notre produit. On a voulu construire ce produit pour nous et pour nos amis et notre famille. En fait, c'est un peu comme quand, sur certains fonds d'investissement... si tu te dis à deux trois potes j'investis, si en plus une fois tu tires le gros lot, tu arrives dans une bonne start-up, tu prends un gros ticket et que tu te dis je vais remettre, en fait il y a un moment où tu te retrouves un tout petit peu entre deux eaux, notamment si j'ai bien compris, parce que t'es pas assez gros pour rentrer avoir les plus beaux deals et t'es potentiellement trop gros pour faire plein de petits deals, quoi. Donc j'imagine que vous vous êtes retrouvés peut-être à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que t'as un sujet de diversification. Après, nous on considère que l'immobilier c'est un petit peu différent. Tu as quand même plusieurs approches. Quand tu commences à collecter beaucoup d'argent, tu dois aussi déployer beaucoup d'argent.
Et c'est un des problèmes aujourd'hui, je pense, de pas mal de SCPI, c'est que quand tu dois déployer Alors attends, 200, je reprends collecter ouais. et déployer. Collecter, ça veut dire évidemment que vous avez beaucoup de personnes comme moi, par exemple, qui vous font confiance, qui vont investir chez Hiroko. Donc toi, tu vas avoir, je sais pas moi, 1000 gus qui vont te mettre 1000 euros par mois. Ça va faire 1 million par mois à investir. Et toi, tu dois, comme tu le dis, les déployer. Donc c'est pas le tout de les récolter. Il faut quand même les investir derrière et utiliser cet argent à bon escient avec des rendements intéressants, etc. Et effectivement, pour reprendre donc le mécanisme d'une SCPI, une SCPI, elle récupère de l'argent, donc des épargnants confient leur épargne à des SCPI, et cet argent va être transformé en pierre, va être transformé en immobilier, et c'est toute cette conversion qui fait la valeur, parce que derrière, il y a le choix du bâtiment, le choix de la zone, le choix du locataire, et le choix de la stratégie avec cet actif. Est-ce que c'est une stratégie très long terme? Est-ce que c'est une stratégie plus court terme, etc., où on se pose pas mal de questions à ce moment-là, et c'est la grande zone de création de valeur d'une SCPI, c'est toute la partie acquisition. En fait, c'est ça qui est un peu relou dans les SCPI. Pardon, pas ça, c'est ce que je vais dire après. C'est pas ce que tu viens de dire, mais c'est un peu la vision que j'en avais dans beaucoup de très grands acteurs, c'est que c'était une espèce de méga grosse boîte noire. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et donc, en fait, alors peut-être que c'est inexorable et quand ça grossit, ça ne peut être que ça. Mais en fait, tu sais pas trop dans quoi t'investis. C'est juste l'énorme SCPI de l'énorme établissement bancaire ou assurance ou je sais pas qui les déploie d'habitude. Et tu vois pas ce qu'il y a dedans et ils ont pas forcément envie de te montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Parce qu'ils ont aussi déployé et investi de l'argent depuis les années 70-80. Et certaines SCPI sont pas connues pour très bien entretenir leurs bâtiments, etc. Donc je pense que il y a aussi certaines pratiques un peu à dessein. Après, en parallèle de ça, elles sont obligées à une certaine transparence, puisqu'on est tous régulés par la même autorité, l'autorité des marchés financiers, donc on n'a pas trop le choix de montrer ce dans quoi on investit, etc. Et moi, aujourd'hui, nous, on a envie de rendre sexy l'investissement en immobilier. Tu vois, c'est une passion chez nous, quoi. Je pense qu'on prend tous beaucoup de plaisir à le faire, et on a envie de communiquer un peu ça et de montrer. Tu vois, moi, si demain on pouvait avoir un petit Waze avec tous les bâtiments Hiroko, et quand tu passes devant, t'as une petite pop-up et tu vois ce bâtiment, etc. Moi, je serais hyper content. Et, tu vois, dans les newsletters qu'on envoie tous les mois à nos associés, on montre les acquisitions, on montre les travaux qu'on fait, on montre qui sont nos locataires, et tu vois, on met des cartes de France et tu peux cliquer et voir tous les bâtiments qu'on achète. Je confirme, Gauthier est arrivé ici chez Cosa Vostra tout à l'heure. Il a fait l'inspection du bureau, de la qualité du bâti. Il a ouvert, il a regardé si dans la cuisine tout était bien, les étagères et tout était bien installé. Enfin voilà, on a senti l'œil on aime bien. passionné. On aime bien l'immobilier. Non, voilà. Après, c'est vrai que tu me disais aussi que dans les très gros de l'IMO, sur les SCPI, il y en a qui ont justement, grâce à leur passif, fait des très bonnes acquisitions aussi, parce que l'immobilier coûtait moins cher à une certaine époque. L'immobilier coûtait moins cher. Tu as des SCPI comme BNP Paribas qui ont empilé des immeubles très bien placés dans Paris. Et du coup, elles sont assises sur des bâtiments en très forte plus-value. Et si demain, elles décident de vendre leur patrimoine, je pense qu'elles feraient des très belles opérations. Le sujet, c'est leur capacité à arbitrer. Et donc, arbitrer, c'est à décider s'il faut garder ou vendre. Et comme les SCPI sont des véhicules très long terme, en général, les patrimoines ne bougent pas beaucoup et ils font qu'empiler des lignes sans vendre énormément. Parce que quand tu dois déployer, quand tu dois investir 200 millions d'euros tous les ans, en fait, tu t'amuses pas à vendre 100 millions d'euros, à collecter 200 pour avoir 300 millions à investir. J'avais fait un épisode avec Guy Marty aussi sur le sujet qui était intéressant, qui est une figure et que je recommande si vous ne l'avez pas écouté, de l'univers des SCPI. Clairement. On en avait vaguement parlé aussi avec Pierre Chapon, je crois, il y a quelques temps, sur comment investir, parce qu'il y a aussi des questions d'emprunt dans la SCPI. Je voudrais qu'on en parle ensemble aussi. Je voudrais aussi... juste déconstruire dans cet univers, j'avais un de mes potes qui bossait pendant longtemps chez Carlyle, donc qui sont des fonds qui vont acheter, restructurer et revendre. Je voudrais juste comprendre dans la décomposition d'une SCPI, généralement j'ai l'impression que vous pouvez acheter des endroits, les restructurer et les garder. Il y a beaucoup de SCPI qui achètent en fait
il y a des acteurs qui sont spécialisés dans cette restructuration, qui vont acheter un bien, qui vont le restructurer, qui vont le louer à plein de monde et qui là vont le revendre à une SCPI, c'est ça ? Oui, effectivement. En fait, dans la chaîne de valeur de l'immobilier, les SCPI, elles viennent sur certains types d'actifs. Donc déjà, tu as 193 SCPI et chaque SCPI est un petit peu différent. Donc tu en as qui font que du commerce, tu en as qui font que de l'immobilier résidentiel dans le quart sud-est de la France. Donc, quand tu choisis une SCPI, tu as aussi tout intérêt à choisir une SCPI qui a une stratégie d'investissement qui te plaît. Ça, c'est toujours, j'imagine, clairement expliqué. C'est hyper clair. Ouais. Après, les SCPI n'ont pas toutes leur site internet, elles ne sont pas toutes distribuées en direct. Il y en a qui sont... c'est quand même un marché qui est très intermédiaire. C'est principalement vendu par des conseillers en gestion de patrimoine ou des réseaux bancaires ou d'assurance. Mais chaque SCPI, elle a sa stratégie d'investissement qu'elle clarifie. Elles sont toujours ouvertes. Je peux faire une SCPI, entre guillemets, un peu fermée, mais me dire finalement une sorte de SCPI familiale dans laquelle j'accepte des potes, mais où tout le monde ne peut pas rentrer, ou c'est forcément ouvert ? Tu peux le faire. Okay. Tu peux le faire. En fait, tu vois, nous, typiquement, quand on a inscrit notre SCPI auprès de l'autorité des marchés financiers, on a eu le droit, on a pu ajouter dans nos statuts le fait qu'on pouvait la fermer et qu'on pouvait accepter ou refuser des gens selon des critères qui dépendaient de nous. Alors, après, tu dois les justifier quand même. En général, c'est quand même très lié à la lutte contre le blanchiment, etc. Et à la législation. Mais en soi, c'est quand même quelque chose qui est assez libre. Le sujet, il est plutôt sur la taille minimale. C'est-à-dire que quand tu commences une SCPI, l'AMF te demande, en gros, d'avoir 2 millions d'euros à déployer dans les 6 premiers mois. Et de garantir une certaine liquidité à tes associés. Parce que, tu vois, demain, si tu as tes associés qui veulent sortir d'une SCPI, comment ça se passe, en fait ? Et c'est la même règle pour toutes les SCPI. Donc, tu lèves la main, tu dis, moi, je suis épargnant de cette SCPI, j'ai envie de sortir. Tu envoies un mail ou un courrier à la société de gestion et elle organise ta liquidité. Donc, ça prend en moyenne 6 semaines. En tout cas, c'était les chiffres l'année dernière. Donc, ce qui est pas mal pour l'immobilier. Tu vois, tu peux comparer ça aux 3 mois qu'il y a entre une promesse et une vente. Et en fait, la société de gestion, elle a une obligation, pas de te racheter tes parts, mais de faire en sorte que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, elle te fait sortir. Okay. Et du coup, quand tu as une SCPI qui est fermée, la question, c'est qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un veut sortir ? Comment tu lui garantis sa liquidité ? Après, il y a des SCPI qui sont fermées. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vendent de l'immobilier petit à petit. Et c'est avec ces ventes-là qui font sortir les associés qui veulent sortir. Mais la vie d'une SCPI, le cas classique, une SCPI, c'est immatriculé pour 99 ans. C'est vraiment des véhicules de très long terme. C'est un des rares véhicules evergreen qui existent aujourd'hui. Tu vois, si tu compares ça à des fonds d'investissement, en général, c'est 7 ans. Là, c'est 99 ans, la durée d'immatriculation renouvelable. Donc, tu investis quand même à très long terme. Un Français, il reste en moyenne plus de 20 ans. C'est un des rares produits de rente, en fait, parce que tu deviens propriétaire et la SCPI, elle va te distribuer les loyers sous forme de dividendes. Et il n'y a pas beaucoup de produits de flux comme ça. Tu as beaucoup de produits où tu vas gagner de l'argent, tu vas acheter A et tu vas vendre A plus X. Là, c'est un produit sur lequel tu vas toucher un coupon. Et le A que tu as mis au départ, potentiellement, il va être réévalué. C'est très similaire, en fait, à un appartement que tu loues, quoi. C'est de l'immobilier exactement locatif. Ça. En fait, et pour revenir là-dessus, parce que c'est la parfaite métaphore. En fait, si tu veux investir en immobilier aujourd'hui, tu as plusieurs façons de le faire. Il y en a une où tu vas le faire toi-même, et l'autre où tu vas prendre des parts de SCPI. D'un côté, tu vas prendre du plaisir à le faire, parce que c'est toujours sympa de faire les choses, et je pense qu'on en tire tous une certaine satisfaction. Et en échange, si tu le délègues, donc tu vas payer des frais, en échange du service qu'on te rend de tout organiser, tu vas te diversifier, parce que si tu le fais toi, tu vas potentiellement acheter un appartement, peut-être 2, peut-être 10, etc. Mais tu n'arriveras pas au patrimoine d'une SCPI. Tu vois, aujourd'hui, tu as des SCPI qui ont 200 bâtiments, 400 locataires et 3 milliards sous gestion. Du coup, tu te retrouves en fait à avoir l'équivalent d'un appartement, mais avec plein de locataires. Donc, tu as beaucoup moins de risques, de défauts. Et en fait, à la fin, quand tu investis, tu poses quand même une question sur le couple risque-rendement. Et il est quand même dur à battre, le couple risque-rendement d'une SCPI, parce que tu as une telle diversification du risque que la probabilité que tu touches pas à tes loyers, elle est quand même très faible. Après, tu as des SCPI qui performent moins bien que d'autres. Et tu voulais qu'on en parle, c'est peut-être le moment. Le Covid a créé une accélération de cette trajectoire-là. Il faudra que tu reviennes sur c'est moi qui t'ai coupé, mais sur la décomposition de la chaîne de valeur. En effet, le Covid a dû
moi, mon ressenti là-dessus, c'est que je crois que j'en avais parlé, j'espère avant le Covid, mais en tout cas au début, c'est sûr que tu vois, le commerce traditionnel, j'en parle sur un épisode de Génération du Yourself avec Philippe Corot de Miracle. Oui. C'est quand même pas un endroit. Alors je dis pas la restauration. Il y a peut-être l'optique. Il y a peut-être des endroits où en fait, de toute façon, tu vas quand même dans des boutiques. Et c'est peut-être le moment de le faire. Mais en revanche, voilà, le commerce de détail de vêtements et de plein de, en fait, le retail dans l'absolu. Je trouve, même les centres commerciaux. Alors ça, j'en ai parlé plein de fois, mais qui se déploient. Et ça, j'ai quand même l'impression, alors je sais pas si c'est un effet de bord de SCPI, mais mon feeling, je sais pas qui les finance, ces centres commerciaux et comment, mais où en fait tu te dis, regardez, on peut investir dans les centres commerciaux dans toutes les villes de province ou de région, à droite, à gauche, etc. Et en fait, c'est juste des calculs savants, nombre d'habitants, nombre de machins. En fait, t'arrives, je l'ai déjà évoqué plein de fois, mais à Ajaccio, où t'as 3 énormes centres commerciaux dans un rayon de 4 km, tous au même endroit, et tu te dis, mais c'est ridicule, enfin, et c'est juste que, en fait, tu te dis, ça a été vendu comme ça. Donc, j'ai l'impression, moi, je vois des aberrations immobilières, je sais pas d'où elles viennent, si elles viennent de différentes SCPI ou pas, mais j'aimerais pas être trop dans là, celui qui a payé. C'est plutôt des promoteurs, du coup. Ouais. Une SCPI, en fait, comme elle doit servir des dividendes à ses associés, elle va systématiquement acheter un bâtiment dans un état quelconque, à la limite, en fonction de sa stratégie d'investissement. Il y en a qui achètent du vieux, il y en a qui achètent du neuf, etc. Chacun, à la limite, choisit ce qu'il a envie de faire dans les sociétés de gestion qui gèrent des SCPI. Mais t'achètes pas sur plan. T'achètes rarement sur plan. Ouais. T'achètes rarement sur plan parce que t'as besoin de dividendes pour faire ta perf. Donc t'achètes en général du plein, du occupé, et t'essayes de privilégier des locataires qui ont des belles signatures. Je comprends très bien. Des beaux long terme. Je comprends très bien. Du coup, j'arrivais pas à comprendre. C'est la première fois, tiens, tu viens de m'apprendre un truc. J'arrivais pas à comprendre pourquoi, tu vois, en effet, il y avait ce promoteur en amont qui prenait ce risque mais qui souvent gagne beaucoup d'argent quand ça marche bien, en tout cas, il déploie énormément d'argent. Mais en effet, lui, il prend le risque sur la durée. Alors que la SCPI, comme tu le disais tout à l'heure, elle veut avoir un loyer dès la fin du mois ou la fin du trimestre. Rapidement. Donc, si tu dois attendre 2 ans, tu vas avoir toi, en tant qu'actionnaire de la SCPI, si tu dois rembourser un emprunt parce que tu as emprunté pour rentrer dans la SCPI, tu peux pas le rembourser parce que... ou alors il faut avoir le cash. La SCPI te distribue pas de revenus. Et donc, comme tous les classements de SCPI, en fait, classent par distribution de dividendes, t'as tout intérêt à acheter du plein. Alors tu vois, ça arrive de temps en temps sur une petite partie de ta collecte de faire des coups. Tu vois, nous typiquement on est en train d'acheter un Picard à Houille en VFA. Un magasin Picard. Un magasin Picard. Okay. Donc les murs d'un magasin Picard avec Picard à l'intérieur, et on l'achète. Le VFA, c'est quoi ? Du coup, c'est sur plan. Donc concrètement, les travaux sont pas encore terminés. On a des garanties du constructeur. On sait que c'est Picard qui va occuper ce local. On a les plans, voilà, tout est assez propre. Tu vois, c'est Bouygues qui fait la construction, c'est Picard qui prend le bail, mais c'est dans 2 ans. Et on est en train de le réserver pour dans 2 ans parce que en fait, on est content d'avoir un Picard dans notre portefeuille, mais on n'aura les revenus que dans 2 ans. Donc tu dois les payer maintenant quand même. Et donc on négocie en fait de n'avancer qu'une toute petite partie du prix maintenant. Et de payer la grosse partie du prix un peu plus tard. Mais c'est quelque chose qu'on fait par opportunisme et qu'on ne peut pas faire à grande échelle, parce que je ne peux pas immobiliser aujourd'hui de la collecte qui ne rapporte pas de loyer. Sachant que là-dessus, il faut du leverage, comme on dit, donc des emprunts pour faire ce genre de choses. Et souvent, tu peux décaler l'emprunt auprès de la banque en disant je commence mon emprunt, on a déjà fait ça, nous, sur nos bureaux, je te rembourse que quand je suis installé, par exemple, dans 6 mois, 18 mois, 1 an. Avant, tu payes que les intérêts ou quelque chose comme ça, donc beaucoup moins, par exemple, ça se fait. Mais toi, tu es quand même concurrent des banques avec ta SCPI. Est-ce qu'elle te finance ? Non, parce que tu vois ce que je veux dire. Des banques ont des SCPI. Oui, c'est ça. En fait, oui, effectivement. Donc, quand tu regardes aujourd'hui, donc il y a 193 SCPI, elles sont gérées par 40 sociétés. Ça vient d'une question après sur le financement des SCPI, justement, comment je peux me financer pour aller chez... C'est un gros sujet. Ta banque, elle te dit toujours, je veux que tu ailles dans ma SCPI et pas celle des autres. Donc, ma question là, est-ce que les banques te financent des choses parce que tu es un concurrent, en fait ? Donc la réponse est oui. Aujourd'hui, tu as à peu près toutes les banques qui ont financé un projet d'acquisition de parts d'Hirokozen. C'est compliqué, hein. Historiquement, c'était le Crédit Foncier qui faisait tous les crédits de SCPI. Maintenant, c'est moins le cas. Ça dépend vraiment de la relation qu'a un épargnant avec sa banque, et c'est sa capacité à être convaincant et avoir une bonne relation.
mon conseil, c'est shooter votre banquier et à l'usure, vous l'aurez pour faire des placements SCPI. Voilà. Parce que le levier, ça change quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a quand on va acheter sa résidence principale. C'est un réflexe qu'on a si on fait une résidence secondaire ou l'investissement locatif. Et c'est un réflexe qui est intéressant en tout cas d'avoir quand on achète des parts de SCPI, parce que au même titre que quand tu fais de l'immobilier en direct, tes intérêts sont déductibles de tes revenus imposables et tu mets une plus grande surface financière au travail. Et les SCPI, en fait, c'est quand même sécurisant de te dire que tu as X locataires qui vont te verser des loyers et que tu vas toucher sous forme de dividendes. En plus, tu as quelques SCPI comme Quorum ou comme Iroko qui te versent tous les mois tes dividendes. Tous les mois, au lieu de tous les trimestres pour la grande majorité des SCPI, du coup, tu matches tous les mois ton remboursement d'emprunt avec tes dividendes de ta SCPI. Généralement, si je réussissais à... si c'était une SCPI qui te rembourse que tous les trimestres, il y a des banques qui acceptent que tu les rembourses tous les trimestres, non, j'imagine, les crédits ou... Franchement, pas à ma connaissance. En pro, c'est sûr que oui. Mais en pro, c'est sûr que oui. En perso, je pense que c'est plus compliqué. Après, tu peux demander à décaler de 3 mois, du coup... ou de quelques mois en tout cas ton démarrage de remboursement de crédit et du coup tu as un tout petit peu d'avance. Parce que en fait c'est ça la question, c'était un peu l'épisode que je faisais avec Pierre Chapon, donc qui lui finance je crois ce genre de choses avec Préto, mais donc comme tu le dis, BNP, ESG, tout ça, tu vas voir ton conseiller, tu peux aussi essayer. Souvent il va avoir une tendance à te rapatrier sur sa SCPI. C'est sûr que son premier réflexe c'est de vous dire mais monsieur je vous finance bien sûr mais pour un produit maison. Après et c'est un point où moi je passe 100% d'accord avec Guy Marty qui disait que est-ce que vous êtes sûr que la banque, que la SCPI de la banque est vraiment moins bonne ? Aujourd'hui, le marché a quand même un peu sanctionné ces SCPI-là qui font plutôt 20-30% de moins que la moyenne des SCPI en distribution. Donc tu vois, ça commence à être significatif. Donc tu as envie de te battre pour des SCPI qui performent mieux. Tu vois, aujourd'hui, la moyenne de perf du marché, elle est plutôt autour de 4,40. Est-ce que tu as envie d'avoir une SCPI à 3% ou à 6% Il faut que tu... Alors évidemment, je vois un 4,40, ce que c'est un taux par rapport à un livret 1, etc. Mais la question, c'est plus par rapport à un appartement ou quelque chose comme ça. Mais donc c'est bien, c'est-à-dire que tu peux... 4,40, ça veut dire que si tu investis 100 000 au début, tous les ans, tu auras 4 400 €. Exactement. Et si jamais tu as emprunté pour avoir ces 100 000, normalement, tu dois pouvoir emprunter à 1,5 ou quelque chose comme ça. En pourcent ? Ouais. Oui, effectivement. Il n'y a pas de... les taux pour financer des SCPI... après, ça dépend de la banque, etc. Mais aujourd'hui, tu es déjà à taux fixe. Donc, c'est quand même sympa de sanctuariser aujourd'hui, pour 15 ans, un taux qui est faible, alors qu'on peut anticiper une hausse des taux. Donc, ça vaut le coup. Mais c'est la même dynamique que l'immobilier locatif de base. C'est exactement la même chose. Alors, normalement... Et c'est la même imposition. Tu as moins de risques dans le sens où... tu as plus de locataires. Typiquement, si tu as un défaut de paiement de ton locataire sur l'appartement que tu loues à Mantes-la-Jolie, c'est un peu compliqué. Ouais, là, normalement, tu en as beaucoup, tu as de la vacance, tu as des choses, mais donc tu lisses tout ça. C'est un des intérêts, c'est que tu vas pas gérer. Ouais. C'est le premier intérêt. Le deuxième, c'est que tu as beaucoup de locataires, donc ton risque de vacances est plus faible. Et le troisième intérêt, c'est la stratégie d'investissement. C'est que toi, personne physique, potentiellement, tu vas plutôt acheter du résidentiel. Les SCPI, elles achètent plutôt l'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, c'est de l'immobilier qui est occupé par les entreprises. Donc, c'est des bureaux, des commerces ou des entrepôts. Ouais. Et quand tu es un particulier, t'exposer à une classe d'actifs un peu différente et dire, en fait, moi, je vais pouvoir acheter les murs d'un Picard ou d'un Pôle emploi ou d'un entrepôt Amazon. C'est sympa et c'est une vraie diversification. Ouais, typiquement, en effet, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure sur le commerce de proximité, c'est toujours un truc que je regarde et j'aurais dû y aller il y a plus longtemps, et probablement par le biais de SCPI, mais la logistique, les entrepôts en bordure de grandes villes, alors là j'invente rien, c'est pas moi qui... mais c'est quand même quelque chose que je crois vraiment que ça va forcément... Et je pense aussi d'ailleurs qu'il va y avoir des entrepôts de tampons dans les grandes villes qui vont être intéressants, importants. C'est pour ça que je crois aussi toujours au parking, au temps, qui vont peut-être se transformer à un moment, mais parce qu'il y a des vrais besoins, la logistique change énormément et là-dessus, mais c'est vrai qu'en tant que particulier, on a toujours, et dans tous les épisodes que je fais sur l'immobilier, tu ne te projettes que, à la limite tu pourrais dire je vais acheter les murs du
du tabac du coin ou du ou du boulangerie ou d'un restaurant, tu peux le faire. Et avec Baltis, on en a parlé de ça, en l'occurrence. Et ça commence à se démocratiser, mais c'est moins naturel c'est moins naturel. Et surtout, les tickets d'entrée sont pas tout à fait les mêmes. Nous, c'est une de nos stratégies depuis la création d'Iroko, c'est aussi de se dire qu'il y a des tailles d'actifs qui sont trop grosses pour des particuliers, qui sont trop petites pour des institutionnels. Quand tu as un particulier, tu vas pas acheter les murs d'un entrepôt à 2 millions d'euros. Et quand tu es un institutionnel, tu n'as pas envie de regarder quelque chose qui est aussi petit, parce que c'est le même travail pour toi de déployer 20 millions d'euros ou 2 millions d'euros. Et du coup, tu vas plutôt te concentrer sur le truc à 20 millions que le truc à 2 millions. Et donc, il y a beaucoup moins de concurrence sur les petits prix. Et donc, c'est assez sympa d'essayer de faire ça. Nous, on l'a fait d'abord entre copains avant de faire Iroko. Et on a appris pas mal de choses en faisant ça. Mais tu vois, pour revenir à la logistique, moi, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on voit venir avec l'essor du e-commerce, etc. Mais les SCPI, elles s'y sont intéressées assez tard. Historiquement, les SCPI, elles font du bureau. Elles achètent du bureau. Petit à petit, elles ont commencé à faire du commerce et un petit peu de logistique. Donc, tu regardes le patrimoine global des SCPI, c'est 84% du bureau. Là, c'est pas anodin. Oui, c'est pas juste historiquement elles font du bureau un peu, elles font quasiment que du bureau. Elles font quasiment même pas tant de commerce que ça. Donc le bureau, à la limite, ça peut me rassurer. Il peut y avoir un gros retournement économique, etc. Mais alors, non, il y a un changement de paradigme dans le bureau. En effet, si t'es propriétaire d'une tour à la Défense, ça risque d'être un peu plus compliqué que des bureaux en plein centre. C'est une des rares zones à Paris avec 10% de vacances, la Défense. Et t'as moins de 5% de vacances à Paris aujourd'hui. Donc, c'est sûr que t'as moins envie d'être propriétaire d'une tour. Après, chaque SCPI a sa stratégie. T'en as qui faisaient que du bureau. T'en as qui faisaient du bureau à Bordeaux. D'autres qui faisaient que du commerce en région, etc. Et depuis quelques mois, du coup, il y a des SCPI qui débarquent et qui commencent à faire un peu de logistique. Nous, on en fait, c'est à peu près la moitié du stock de la SCPI. Donc, on a un peu plus de 50% du patrimoine de la SCPI qui est en entrepôt. Tu as une SCPI qui s'appelle Aldéran, qui fait aussi beaucoup de logistique. Et c'est assez nouveau. Et c'est des SCPI qui ont pas mal le vent en poupe parce que aujourd'hui, tu as envie d'investir dans une stratégie d'investissement qui te plaît, qui te correspond et auquel tu crois. Et c'est plus simple aujourd'hui de convaincre des épargnants quand tu leur dis que tu vas investir en logistique qu'en bureau. C'est exactement ça. Je pense que je trouve intéressant. Ce qui m'avait plu chez Atland aussi à l'époque, c'est la visibilité que tu donnes et de te dire, en gros, moi j'investis chez Iroko, chez ceux que tu as cités à l'instant, chez d'autres, c'est de dire, en gros, je sais dans quoi j'investis et pas dans cette énorme boîte noire. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important. Selon toi, donc du coup, quelle est ta vision de la SCPI si tu devais me donner une répartition parfaite, si tu avais pu déployer beaucoup plus aujourd'hui, vers post-Covid en tout cas, des actifs que toi t'aimerais avoir, ce serait quoi ? Pour le coup, c'est ce qu'on a un peu écrit dans notre thèse avec Iroko Zen, notre SCPI, c'est que quand tu immatricules à très long terme un véhicule à 99 ans, t'as pas envie de te spécialiser sur un secteur. On n'avait pas envie de faire 100% d'entrepôt parce que peut-être que dans 60 ans, en fait, l'entrepôt, tu vois, j'en sais rien, je vais dire une connerie, tu auras des imprimantes 3D partout et du coup, en fait, il y aura plus d'entrepôt parce que c'est trop polluant ou j'en sais rien. Donc, t'as pas envie non plus de t'enfermer dans quelque chose qui t'empêchera d'être souple. Donc, nous, on voulait absolument être libre et libre aussi d'être très dynamique, de dire, tiens, on pourra arbitrer aussi et rééquilibrer. Aujourd'hui, on vise un tiers de bureau, un tiers de commerce, un tiers d'entrepôt, et on a envie d'être opportuniste. Donc aujourd'hui, le bureau, c'est pas très cher. Le commerce, alors ça dépend des commerces, mais tu vois, tu veux acheter du commerce de bouche aujourd'hui, les prix sont hallucinants. Tu vas acheter tu vois, c'est pour ça qu'on fait typiquement un Picard en VFA, c'est que sinon c'est intouchable. Ça devient très très cher parce que tous ceux qui veulent investir dans du commerce, au lieu d'investir dans du commerce, veulent investir dans du commerce de bouche. Donc tu as tout l'argent du commerce qui est en train de se déverser sur une partie du commerce parce que tout le monde a un peu l'intuition que les commerces qui peuvent être disruptés par Internet ne sont plus des bons investissements. Et donc, tout le monde se concentre sur des commerces de services et sur des commerces de bouche. Les entrepôts de la logistique, les prix ont augmenté de 20-30% en quelques mois suite au Covid. Parce que d'un coup, les locataires sont devenus un peu plus sexy. Et tu vois, autant il y a 5 ans, tout le monde préférait acheter du bureau dans le quartier central des affaires de Paris. Là, un entrepôt à Trappes, tu vois des gens qui se baladent en costard et qui regardent un peu la tête que ça. Donc, ça s'est vachement démocratisé et tout le monde regarde maintenant ces actifs-là. Donc, le marché a un peu changé. Et le Covid a changé ça.
Ouais. Intéressant. Donc, tu dis donc entrepôt, notamment évidemment, commerce de bouche, si tu Commerce arrives à de bien bouche acheter, ou de service. ou de service. Et du bureau, mais du bureau plutôt bien placé, avec des structures internes, donc tu vois, une organisation de l'espace, etc., qui permet aux gens de travailler dans des très bonnes conditions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tu vas te déplacer dans tes bureaux que si tu es vraiment très bien. Je coche les cases, moi, c'est bon. Et tu coches les cases, ouais. Ouais, donc je peux revendre mon bureau à Hirokozen. Et tu pourrais revendre, mais je suis on une barre de fer, je te le vendrai trop exigeant. cher. On sera exigeant sur le prix, sur la négo, et on risque de pas s'entendre. Et ça serait dommage. Je te confirme. On essaye on essaie pour le coup de beaucoup négocier. Déjà, on est les premiers épargnants d'Hirokozen, donc entre guillemets, on défend notre beefsteak. Et tu vois, on a regardé, on a fait les comptes, on a vu 690 millions d'euros de bâtiments pour en acheter 20. D'accord. Donc on essaie d'être hyper sélectif. Et c'est un peu la clé dans ce marché, c'est que si t'es pas hyper exigeant à l'achat, en fait tu feras pas de la bonne perf. Mais la problématique, c'est que tu peux être hyper exigeant, mais que j'imagine que c'est comme dans les autres marchés, il y a aussi beaucoup d'argent en ce moment sur le marché, donc si t'es trop exigeant, t'as aucun deal, quoi. Effectivement, c'est un des gros sujets. Après, le marché immobilier, il est pas pur et parfait. Tu as des brokers qui vont travailler qu'avec certaines personnes, tu as des vendeurs qui parfois sont pressés. Y a quand même une partie du marché qui se fait, des ventes qui se font hors marché. Tu vois, nous, typiquement, là, on a réussi à acheter un entrepôt avec un 18 ans ferme à plus de 6,5%. Donc 18 ans ferme, c'est que tu as un locataire qui s'est engagé sur les 18 prochaines années. Ouais. C'est comme si moi, je te vendais ces bureaux en te disant je m'engage avec Cosa Vostra de rester pendant 18 ans et de te payer ce loyer. Voilà, donc toi, c'est assez safe à partir du moment où lui survit, entre guillemets, quoi. Exactement. Mais si c'est un gros institutionnel ou quelqu'un, t'as des chances que ça ouais, marche. Et c'est une boîte, tu as accès, quand tu achètes de l'immobilier d'entreprise, au compte de ton locataire, etc. Et donc tu peux regarder un peu ses comptes, regarder un peu sa capacité à payer son loyer, parce que concrètement, c'est ça que tu achètes. Tu achètes le flux de loyer. Et ce genre de deal, en fait, ils sont pas si publics que ça, et c'est en travaillant des réseaux de brokers, c'est en travaillant le marché, etc. Et voire parfois, nous, on a des gens qui nous envoient des mails directement sur le site en disant j'ai ça à vendre. Donc oui, les deals très officiels où il y a des énormes appels d'offres, où il y a toute la place qui est en train de se bagarrer, là c'est intouchable et nous on n'ira jamais. Mais à côté de ça, et notamment sur des plus petites tailles de deals, tu peux avoir des vraies opportunités. Et là, tu as envie d'être très agile et de pouvoir les saisir vite. Parce que parfois, tu as des gens qui ont besoin de vendre vite. Ou parfois, tu as des gens qui ont des dossiers compliqués. Tu vois, nous, on a acheté un pôle emploi à Reims. Le dossier était compliqué. On a acheté un pôle emploi à Reims. Les murs d'un bureau loué à Pôle emploi à Reims. Et c'est un dossier qu'on a eu hors marché, vendu par un particulier. Et le dossier, il y avait des problèmes de surface. Donc, il y avait trop de mètres carrés par rapport à ce que la mairie avait validé. Et du coup, on a pris le risque de régulariser ça auprès de la mairie, etc., ce qu'on a fait, parce qu'on considérait que c'était un risque qui était assez faible. Mais tu as beaucoup d'investisseurs qui, à partir du moment où ils ont une croix rouge sur un tableau de 200 lignes, vont tout de suite dire no go. Donc, avec un peu d'agilité et un peu de travail pour vachement travailler un réseau de brokers, en fait, tu arrives quand même à sourcer des bons deals. Il y a alors on a parlé de différents classes d'actifs, donc de où est-ce que tu peux investir. Est-ce que on peut investir dans est-ce que un parc d'éoliennes ou de photovoltaïque, c'est de l'immobilier, ou il faut qu'il y ait des gens dedans dans de l'immobilier? Est-ce que ce genre de choses, ça peut rentrer dans une SCPI? Alors je pense que ça peut rentrer. Nous, on a essayé de le faire rentrer dans notre SCPI. L'AMF, pour l'instant, nous a demandé de ne pas le mettre. Et aujourd'hui, c'est un peu le fait du roi. C'est-à-dire que quand tu as l'AMF qui te demande de ne pas faire ce genre d'immobilier, parce que moi, je considère que c'est l'immobilier aujourd'hui, d'acheter des parcs d'éoliennes ou autres. En revanche, ça dépendra de notre autorité de tutelle et sa capacité à nous autoriser à le faire. Nous, on pousse beaucoup pour le faire, parce que moi, j'aimerais beaucoup faire ce genre de choses. Maintenant, c'est pas encore le cas dans les SCPI. Parce qu'en effet... j'ai fait un super épisode avec NRFIP, par exemple, et on peut rentrer dans certaines choses de certains. Alors, chez eux, on rentre il me disait via un PEA, du coup, j'ai dû rouvrir un PEA. Je crois qu'on peut rentrer via un PEA sur pas mal de choses. Sur un SCPI, on ne peut pas rentrer via un PEA. Non, les SCPI ne sont pas éligibles au PEA, malheureusement. Mais ce serait intéressant de pouvoir faire ça. Il y a aussi des SCPI qui sont spécialisés dans... Je crois que tu m'avais parlé
du tourisme. Alors là, j'imagine qu'ils ont dû passer un sale moment. Ouais, c'est plus compliqué. T'as des SCPI effectivement qui achètent des murs de Pierre et Vacances, de Club Med, etc. en France, à l'étranger. Ça, à l'étranger aussi, c'est pas mal du coup de pouvoir lisser un peu tu peux, au niveau de l'AMF, acheter où tu veux dans le monde dans une SCPI. Tu dois prouver ta capacité à le faire et après, tu peux investir un peu partout. Tu vois, tu as des... donc pour revenir au sujet tourisme, tu as une SCPI tourisme, tu en as même qui font que de la santé, tu vois, et qui achètent que de l'immobilier qui a un lien avec la santé. Ou tu en as qui sont spécialisés dans la vie et donc qui vont prendre des maisons de retraite, des maisons étudiantes, qui suivent un peu ce genre de stratégie-là et qui sont vraiment intéressantes. Et sur l'immobilier international, tu as des SCPI qui sont quasiment 100% internationales. Tu prends Quorum aujourd'hui, ils ont le siège de Google en Irlande, ils ont des bâtiments en Estonie, en Lettonie, en Ukraine, etc. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa SCPI aussi, parce que tu choisis un couple risque-rendement. Donc, typiquement, une SCPI, quand elle va en Pologne ou quand elle va dans des pays baltes, elle va potentiellement aller dans un marché où tu as un petit peu moins de profondeur. Elle va payer un peu moins cher, elle va avoir des meilleurs rendements, mais en échange, ton immobilier, il est un peu moins sécurisé que du cœur de Paris. Il y a tu m'as dit 193 SCPI. Oui. Il y a un endroit où on peut les voir toutes, les comparer, des choses comme ça, ou c'est parce que ce que tu dis là c'est intéressant, mais en fait j'ai l'impression que le prisme habituel, alors ce qui doit pas être bon pour Iroko d'ailleurs, mais c'est un jour soit un de tes conseillers en gestion de patrimoine qui connaît 2 ou 3 SCPI, soit ton banquier qui a la SCPI de la banque qui te dit tiens investis dans une bonne SCPI c'est bien, c'est un bon rendement, regarde ça fait tant, et puis tu fais ouais, il est sympa, allez, d'accord, je vais signer, puis tu signes, basta. Et moi, donc, j'aime bien pierrepapier.fr. Ouais. C'est le site de Guy Marty. Guy Marty, ouais. Et tu as la liste de toutes les SCPI avec leurs performances, avec leurs frais et avec leur stratégie. Donc, d'accord. Donc c'est quand même hyper pratique. Et après, maintenant, sur Internet, tu trouves à peu près tout. Après, sur les 193, en réalité, il y en a une vingtaine qui vont se partager à peu près toute la collecte. Et c'est quand même assez facile de choisir. Après, en fonction de quoi, tu te renseignes un tout petit peu, et de toute manière c'est intéressant de se renseigner avant d'investir, parce que au-delà du choix de ta SCPI, c'est un des choix que tu as à faire. Tu veux investir en SCPI, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bien pour moi, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'immobiliser de l'argent qui ne peut pas être de l'épargne de précaution à long terme. C'est quand même la première question que tu dois te poser. La deuxième, c'est est-ce que je veux faire un placement immobilier, parce que sous-jacent immobilier qui ne peut pas être de l'épargne de précaution, c'est-à-dire que c'est pas disponible immédiatement. Pas disponible immédiatement. 6 semaines, tu m'as dit en moyenne, donc c'est pas 6 loin. Semaines. C'est pas loin, mais 6 6 semaines, c'est la moyenne, et du coup, tu dois pas te préparer à la moyenne. Tu dois te préparer à un cas peut-être un peu plus compliqué, où en fait, tu vas potentiellement mettre 3 mois à sortir cet argent-là. Donc, t'as pas envie de mettre de l'épargne de précaution. L'investissement conseillé, il est plutôt de 10 ans en SCPI. Et c'est un sous-jacent immobilier. Donc, pourquoi conseiller de 10 ans? Parce que tu as des frais d'entrée, de sortie, de choses comme ça. Ouais, alors 10 ans, effectivement, dedans, moi je considère, c'est un avis très personnel, qu'il y a 3 ans qui sont liés à la commission de souscription. Donc dans 99% des SCPI aujourd'hui, quand tu rentres, tu payes 10% de frais d'entrée. Donc ces 3 ans de rendement, ça fait un petit peu mal. Ça faisait partie du projet d'Iroko de supprimer, de mettre à zéro ces frais-là, parce que nous, on considérait que c'était pas très sain de faire ça et que c'était un peu l'évolution naturelle des choses. Et après, c'est de l'immobilier. Donc c'est le cas, tu dis c'est ce que vous faites. Vous n'avez pas de frais de souscription. Nous, on n'a pas de commission de souscription. Okay. À ce titre-là, c'est comme si on rendait les 3 premières années de rendement à nos épargnants. Mais alors, faut bien rattraper ça quelque part, non? Et du coup, on rattrape ça quelque part, oui et non. En fait, ça va dépendre de notre performance. C'est-à-dire que on a des frais de gestion. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 types de frais en SCPI: frais d'entrée, frais de gestion, frais de sortie. Et les frais de gestion, ils sont communs à peu près à toutes les SCPI. Ça représente entre 1 et 2% par an de l'épargne qui est sous gestion. Et nous, on s'est mis dans la moyenne, mais la moyenne haute si on fait des bonnes performances, et de la moyenne basse si on fait des mauvaises performances. Okay. Et c'est comme ça qu'on vit. Après, nous, on a les frais de sortie chez vous aussi. Et les frais de sortie, nous, on n'en a pas, sauf si tu sors avant 3 ans. Ok. Donc voilà, c'est quand même l'idée de. Okay. Et c'est combien du coup? Et du coup, c'est si tu sors avant 3 ans, c'est 6%. Donc en gros, c'est un an de rendement. Et au-delà, c'est 0. Et nous, on voulait absolument rendre un peu de liquidité et se dire, en fait, si tu restes plus de 3 ans, c'est 0 à l'entrée, 0 à la sortie, et moyenne de marché haute ou basse en fonction de notre capacité à faire la perf. Je l'avais entendu, le 10%, c'est vrai que ça pique un peu. À l'entrée, c'est 10% à la sortie, généralement, le marché, ou c'est 6 aussi 5, Non, 6 à la sortie, c'est beaucoup plus faible, et en général, c'est juste des frais de dossier qui sont en euros. Donc tu vas plutôt payer 200 € à la sortie. Okay. Bon.
Donc c'est moins significatif. Hein. Tu vois, le ticket moyen d'un investissement SCPI, c'est 70 000 euros. En fait, ce qu'on te vend d'habitude, il me semble, quand j'en ai parlé ici, c'est qu'on te dit oui, mais regarde, quand tu achètes un bien immobilier, tu as des frais de notaire, tu as des frais de je sais pas quoi, et donc en fait, tes 10%, c'est à peu près normal, quoi. C'est ça? Ouais, c'était le discours sur ce marché-là, mais c'est un discours qui est faux et qui est plutôt, moi, que je considère comme mensonger. En fait, la commission de souscription, elle n'a jamais servi à payer des frais de notaire. Et d'ailleurs, tu vois même pas comment ça pourrait être possible. C'est-à-dire que c'est l'épargnant qui va envoyer de l'argent à un notaire quand il achète des parts de SCPI. Non, en fait, c'est la SCPI, quand elle fait une acquisition immobilière, qui paye ses frais de notaire. Donc, la commission de souscription, elle sert uniquement à rémunérer la société de gestion, d'une part, en général, pour son travail, pour faire rentrer un client et chercher des nouveaux bâtiments, et la distribution. En fait, elle reverse 70% de la commission de souscription à ses distributeurs. On n'a pas parlé, moi il y a un autre univers auquel je crois très fort, c'est ce qu'on appelle la silver economy, c'est les petits vieux. Non, vous êtes pas dans des EHPAD, vous, ça marche pas, c'est pas un truc financé par des SCPI, il y a pas des Clairement, il y a beaucoup de SCPI qui achètent les EHPAD, mais du coup, toutes les SCPI se ruent sur les EHPAD. Et, en fait, je suis full cliché, moi. Le commerce de bouche, j'y crois à fond, tout le monde y croit à fond, donc je viens trop tard avec mes trucs, mais oui, d'accord. Donc, mais du coup, ça augmente trop. Tu crois à fond, mais là, aujourd'hui, tu as encore des SCPI qui achètent des plateaux de bureaux en 4e périphérie parisienne. Hein, donc, t'y crois, mais tout le monde n'a pas mis à jour non plus sa stratégie d'investissement. Moi, la silver economy, bah oui, les chiffres te montrent que c'est un marché qui peut être très intéressant. Le sujet, c'est que pièce, ça coûte très cher. C'est-à-dire que c'est difficile d'acheter, de trouver en tout cas des EHPAD sur le marché à moins de 15-20 millions d'euros. Donc, faut avoir le budget, entre guillemets, pour acheter ça. Le deuxième, c'est que tu as beaucoup de compétition. Et le troisième, c'est que c'est l'État qui donne des autorisations pour ouvrir des nouveaux. Donc l'État essaie de quand même limiter un peu le déficit de ses activités EHPAD, etc. Et du coup, t'en as pas beaucoup sur le marché et tout le monde se bagarre. Donc c'est intéressant, tu prends aucun risque sur ton loyer, mais du coup, t'es sanctionné par un coût prix-rendement qui est pas si génial que ça parce que ton rendement est pas génial. Alors j'aime beaucoup cet échange, Gauthier, parce que c'est vraiment, et c'est ce que j'adore avec la martingale, c'est que ça commence à, pour moi, être beaucoup plus clair. Alors le côté sympa de votre aventure avec Iroko qui me plaît ici, c'est le côté un peu aventure entre potes qui donne envie, et puis évidemment ces débuts de frais de gestion, etc. En fait, c'est un peu comme aussi beaucoup de business, c'est-à-dire que tu te dis peut-être qu'il y a quand même une suite inexorable qui est... en fait, je prends Atlante Voisin typiquement, pour qui j'ai beaucoup de sympathie et avec qui je travaille encore sur pas mal de choses. C'est que en fait, ils font partie des nouveaux d'il y a 10 ans peut-être. Ils ont grossi très fortement, ils ont une bonne crédibilité, ils ont pas mal de choses. Vous êtes dans les nouveaux newcomers, peut-être beaucoup plus digitaux, etc., etc. Alors peut-être aussi avec une désintermédiation importante, je sais pas exactement comment ça marche. Et après, au-dessus, tout en haut, t'as les très très gros, les 20 dont tu parles, qui sont les plus gros, qui font le marché finalement, qui doivent quand même, eux, avoir des accès à des deals incroyables, parce que volume, parce que, etc. Et qui, en parallèle, sont ceux qui ont en 4e périphérie aussi des gens qui achètent des bureaux parce qu'ils sont payés pour acheter des bureaux et que, en fait, ça rentre dans les cases, quoi. Donc, je pense qu'on en trouve un peu, j'imagine, pour tous. La question que je me pose avec vous, c'est finalement, est-ce que inexorablement, tu vois, en grossissant, en ayant vos charges à un moment qui grossissent parce que vous allez devoir employer des gens pour gérer telle et telle chose pour faire ça, à un moment tu vas pas forcément me mettre des droits d'entrée, tu vas pas forcément me mettre des choses comme ça, ou comment tu décomposes ton truc, et quelle est la nouveauté? Est-ce que justement c'est qu'il y a moins de commissions distribuées entre temps? Je sais pas. C'est que... pour nous, l'idée c'est qu'on est évidemment transparent sur notre modèle, et c'est dans notre ADN, tu vois, pour tout te dire concrètement. Déjà, une SCPI, elle n'a pas le droit de changer les conditions d'accès d'un associé par rapport à un autre. Donc, quand tu crées une SCPI, tu ne pourras pas changer tes frais. Et c'est sain, tu vois, t'es épargnant, tu rentres pour une promesse, au bout de 2 ans, on peut pas dire, ah non, en fait, tu me dois 10% parce qu'en fait, j'ai rajouté une commission. Pour les nouveaux qui arrivent, mais t'as pas le droit, ça. Et pour les nouveaux qui arrivent, j'ai pas le droit non plus. Même condition d'entrée pour tout le monde, même condition de sortie, voilà, tu peux pas faire de fleurs, tout le monde est à la même enseigne. Nous, on prend pas ces 10% de frais d'entrée. On prend des frais de gestion qui nous permettent de vivre. En fait, concrètement, la grosse différence qu'on a, c'est que au lieu de pouvoir, comme d'autres concurrents, payer des intermédiaires,
7 ou 8% quand un épargnant vient par cet intermédiaire, nous, on ne va pas le rémunérer beaucoup one shot, on va le rémunérer un petit peu au fil de l'eau. Et ce n'est pas l'épargnant qui va payer pour son intermédiation, c'est la société de gestion, Iroko, qui va payer dans son budget. Et moi, tu vois, que je paye Google AdWords ou Facebook ou Journal de TF1 pour faire une pub ou un conseiller en gestion de patrimoine, à la limite, c'est mon choix. Tu as des frais d'acquisition. Et j'ai des frais d'acquisition à un endroit ou un autre. Mais ce qu'on n'aimait pas, c'était que ce soit l'épargnant qui paye pour son intermédiation. Ce qu'on voulait, c'est être des grands garçons et choisir d'où viennent nos clients. Et en plus, on trouvait ça plus sain de payer un petit peu tout le temps, plutôt que beaucoup au début, parce qu'à la fin, un épargnant qui choisit un conseiller en gestion de patrimoine, il le choisit parce qu'il a besoin de quelqu'un qui l'aide à choisir la bonne manière d'investir en SCPI, peut-être de l'aider dans son financement, etc. Et quand tu restes 20 ans dans un investissement, tu as envie d'être accompagné pendant 20 ans. Nous, on se dit juste qu'en payant un petit peu tout le temps, c'est plus intéressant pour le conseiller en gestion de patrimoine et ça va mieux retranscrire le travail qu'il fait d'accompagnement de son épargnant. Et on a un très bon accueil des CGP et on en est ravis. C'est là où je devrais me prendre pour un CGP, ce que je ne suis pas du tout, et te tordre le bras en direct et te dire tiens, combien tu donnes à mes auditeurs s'ils viennent de ma part, et puis tu me donnes combien à moi, mais moi je prendrai rien. Je le dis tout de suite. Non, mais est-ce que tu peux faire ce genre de choses Ouais, clairement, tu vois, on peut faire un petit code dans le champ, donc tu peux souscrire en ligne sur iroko.eu, il y a un code de parrainage, si un épargnant rentre martingale, il recevra une bouteille de champagne. Ça, cool. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Bien. Écoute, très bien. Martingale, on l'organise. Voilà. Ils sont exigeants, ils aiment le bon champagne, je te le dis tout de suite. Le mec relou qui lâche rien. Non, merci, c'est sympa pour eux. Je précise que je prendrai pas de bouteille de champagne à mon tour. Ah, t'as fait la moue. Bon, j'en veux bien une. Si y en a beaucoup. On va s'arranger. Mais non, c'est pas promotionnel tout ça. C'est vraiment plus pour vous inciter à regarder. J'imagine quand même qu'il y a des grosses foirades aussi, je veux dire aussi alors là pour là te saper le moral, le truc, la planche avant la fin de cet épisode. Non, évidemment j'en rajoute, mais tu as une tendance à dire le bon père de famille il va aller chez la très très grosse SCPI parce que il y a justement, tu as parlé de crédibilité, tu vois, d'historique. Il y a quand même des gens, même avec les tampons MF, qu'on fait n'importe quoi ou qu'on pas eu de bol, non? Non, franchement, c'est un marché qui a montré quand même un sérieux et une linéarité dans ses performances qui est assez hallucinante. Ça traverse les crises. C'est un marché qui fonctionne bien. Il n'y a pas vraiment de très mauvais choix. Moi, je pense que, tu vois, au-delà de bien choisir ta SCPI, je pense qu'il ne faut aussi pas s'interdire d'investir dans plusieurs SCPI. Voilà, règle de diversification. Et après, il y a toujours la question du comment. En fait, bien investir dans la bonne SCPI, c'est important, mais c'est encore plus important de choisir la façon de le faire. Est-ce que tu veux le faire via une assurance vie? Est-ce que tu veux le faire via ton plan épargne retraite? Parce que tu peux avoir des SCPI dans ton plan épargne retraite et dans ton contrat d'assurance vie. D'accord. Est-ce que tu veux le faire à crédit? Est-ce que tu veux le faire en direct ou sur une SCI? Est-ce que tu veux le faire en démembrement? Il y a pas mal de manières de le faire et c'est pour ça que ça nécessite quand même un petit peu de se renseigner. Donc soit avec un conseiller en gestion de patrimoine, soit, et nous, c'est le marché qu'on adresse aujourd'hui avec Iroko, notre génération elle a moins de conseillers en gestion de patrimoine et on essaie d'être le plus explicite possible sur le site et on répond à toutes les questions de nos épargnants. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de choisir la bonne manière de faire, mais si tu choisis la bonne manière de faire, en fait, tu peux quasiment multiplier par 2 le rendement final post-taxe de ton investissement. Donc, ça vaut le coup. Il y a des bons moments... Alors, je voudrais te poser cette question sur le bon moment de rentrer dans une SCPI. Mais avant, en fait, tu parlais de levier et de la bonne manière. Ouais. En fait, j'arrive pas, j'ai du mal à me mettre en compétition, moi, peut-être que j'ai tort, mais je me dis, quand j'investis dans de l'immobilier, la vraie martingale dans tout ça, c'est quand même l'emprunt, quoi. C'est quand même je veux dire, et j'imagine que dans une SCPI, quand t'as même 22 ans, tu peux aller voir ton banquier et lui dire, je suis prêt à mettre 2000 euros ou 500 euros et combien vous me prêtez en échange pour avoir 10 000 euros de la SCPI parce que tes loyers te remboursent le truc. C'est quand même vraiment l'intérêt plutôt que non? Ouais, clairement, si tu regardes par performance, s'endetter, c'est ça qui te permet d'avoir la meilleure performance. Après, il y a des gens qui ont un certain âge et n'ont pas envie de s'endetter plus que ce qu'ils ont déjà par ailleurs. Donc, l'endettement, ça ne correspond pas toujours à la situation personnelle de chacun. Mais en tout cas, si tu es là pour purement maximiser,
et que ton banquier te suit. Parce qu'en fait, la deuxième question, c'est aussi ça, hein, c'est que un banquier il va aussi regarder tes revenus, ton patrimoine dettes, et les dettes. Ouais. Et si tu es déjà saturé de dettes, ça va être compliqué d'en négocier plus. Mais dans l'immobilier tradi, on peut te faire des emprunts à 110%. Je peux avoir ça en SCPI ou pas? Quand je dis 110%, est-ce que je peux arriver à dire à mon banquier, je vais emprunter 1 million d'euros, tu vois, crac, crac, badaboum, coco, et je lui dis, j'ai 0 à mettre. Mais bon, j'ai regardé, c'est une super SCPI, ils font 4,4%, donc de toute façon, non seulement je vais vous rembourser, mais en plus je vais gagner de l'argent. Il va me dire non, mon banquier, non. Pas toujours. Tu vois, nous, on est étonnés parfois de voir les montages intelligents qu'arrivent à faire parfois nos épargnants, mais on a ces cas-là. On a des cas de personnes qui ont vraiment réussi à convaincre leur banquier de faire du 100% de dette à 15 ans avec des taux fixes à 1%. Donc, tu as quand même des gens qui arrivent à faire en sorte que leur banquier les suive. Et ça, bravo à eux, c'est hyper bien fait. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, ça dépend vraiment de ta capacité à convaincre ton banquier de t'accompagner. Et tu peux faire une opération blanche. Romain Brunetière, si tu m'écoutes, on se vous voit, je crois, mon banquier, s'il écoute la martingale, je vous appelle à la sortie de cet épisode. Quoi. 1% sur 15 ans, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est vachement bien. Mais alors, attends, et quels sont les vrais gros risques? Parce que si l'immobilier se casse la figure derrière, il y a quand même certains univers, alors sur le tourisme, ok, mais certains univers où de toute façon, il y aura toujours des gens qui habiteront dans les immeubles, il y aura toujours des boulangeries qui feront du pain, il y aura toujours, alors les bureaux, il y en aura peut-être moins et ça baissera peut-être les loyers, mais enfin, est-ce qu'il y a... Ouais, si tu veux bien appréhender les risques, en gros, faut les ranger sur 3 axes. Tu as les revenus qui sont pas garantis, parce qu'un locataire peut ne pas payer son loyer, et donc il y a des fluctuations de ces revenus. Ils sont parfois de 4%, parfois de 5% et parfois de 1%. Donc il faut aussi se préparer à ça. Ça veut dire aussi que demain, si tu prends un emprunt, il faut être capable de temps en temps d'en payer une partie avec toi, tes revenus. Parce que parfois, ceux de la SCPI ne vont pas suffire. Ça, je pense que c'est... là, tu dis qu'ils peuvent que de 1%, mais là, à la limite, ils remboursent moins 1%. Mais est-ce qu'ils peuvent être de moins 1%? Ça arrive Non. Alors, pour le coup, ça n'est jamais arrivé. On ne demande jamais, et ça n'a jamais été le cas, à un épargnant de remettre au pot dans son investissement. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est théoriquement possible. C'est théoriquement possible. C'est jamais arrivé. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le prix de la part qui va évoluer. Donc, quand tu investis dans une SCPI, tu vas acheter une action, Y action de cette SCPI, une action d'Hirokozen, aujourd'hui, ça vaut 200 €. Tu achètes ta part à 200 €, et tous les trimestres, tu as un expert indépendant qui vient, qui regarde tout ton immobilier, qui dit, votre part, elle vaut pas 200 €, en fait, elle vaut 202 €. Et du coup, tu mets à jour ton prix de part, et tu as des SCPI pour lesquels ça s'est pas hyper bien passé, et qui ont dû baisser à un certain moment leur prix de part. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut avoir un horizon d'investissement long terme, parce que en fait, à long terme, tu traverses ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un segment que tu peux tirer de 7 ans où tu rentres plus bas que tu n'es sorti. Compris. On pourrait le voir si tu investis dans les EHPAD et que, en effet, tu sais qu'à tel terme, il y aura vraiment beaucoup moins de vieux d'un coup et que ça va dropper. Et donc, du coup, peut-être que ça. Mais bon, là, je tire. Et encore, peut-être que les EHPAD se coûteront beaucoup plus cher. Ou, ils ont des baux, en fait. Ouais. Ils ont des baux. Donc, quand tu as un locataire qui est engagé sur un bail de 20 ans, c'est quand même assez rassurant. Donc, pour finir sur le risque, tu as les revenus qui ne sont pas garantis, tu as le capital qui n'est pas garanti parce que ton prix de part, il peut évoluer. Et après, tu as le risque de liquidité. Ça veut dire que c'est arrivé dans l'histoire des SCPI qu'à un moment donné, il y ait trop d'épargnants qui veulent sortir d'une SCPI et la SCPI est bloquée. Et quand tu as plus d'1 an de blocage, l'AMF se saisit du sujet et te demande de vendre des actifs immobiliers de la SCPI. Et du coup, tu vends tes actifs et tu rembourses les épargnants. Et du coup, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Ça serait compliqué que ça dure plus longtemps parce que c'est quand même tu vends du concret, quoi. Donc les risques qui sont liés en fait au sous-jacent que t'as, c'est les risques de l'immobilier et c'est exactement les mêmes. Je te posais la question de à quel moment il faut rentrer dans une SCPI. Est-ce qu'il y a des incidences possibles, rentrer en janvier, en décembre? Est-ce que même dans ta vie aussi, pourquoi pas? Mais dans ta vie, ça dépend. Donc de chacun. dans l'année, effectivement, il y a un truc, c'est que en fait, les SCPI, elles distribuent globalement moins en début d'année qu'en fin d'année. Donc, tu vois, nous, par exemple, on va viser 7% sur 2021 et on a commencé l'année avec des distributions autour de 6,40. Donc, on va plutôt finir l'année à 7,60
7,50 pour compenser ça et avoir une moyenne un peu supérieure à 7%. Et du coup, ceux qui auront les dividendes plutôt de la fin d'année, en fait, vont un petit peu mieux s'en tirer que ceux qui auront eu ceux du début d'année. Après, à l'échelle du temps dans lequel tu restes, c'est très lissé, mais tu peux, entre guillemets, gratter un petit extra comme ça. Et dans la vie... Gauthier est en train de boire, il était en train de presque s'étouffer, donc je meuble un petit peu. Dans la vie, est-ce qu'il peut y avoir des moments, j'imagine que c'est un peu comme dans l'immobilier classique, c'est-à-dire que si tu achètes à 70 ans... il y a de tout, tu vois. Moi, on regardait là, on a des étudiants qui sortent d'école et qui mettent leur premier bonus. On a aussi des personnes qui veulent préparer leur retraite. Franchement, ça correspond quand même à tous les âges de la vie. Moi, je trouve que c'est un bon investissement. Principalement à 3 moments. Le premier, c'est tu as envie d'être propriétaire, mais tu n'as pas forcément l'argent pour acheter là où tu habites. Et tu vois, quand tu vois le prix du mètre carré à Paris, c'est quand même compliqué de le faire. Et tu n'as pas envie de rester locataire toute ta vie. En fait, être propriétaire, c'est quand même quelque chose qui, à l'échelle d'une vie, fait pas mal de différence sur ton patrimoine. Et une SCPI, elle permet en gros d'être propriétaire à partir de entre 200 et 10 000 euros. C'est le prix d'entrée moyen dans une SCPI. Donc ça vaut le coup en fait de commencer assez tôt parce que tu apprends ce réflexe-là d'être propriétaire et de construire ton patrimoine. Ça, c'est pour moi le premier moment où c'est sympa. Le deuxième, c'est la majorité des cas, en tout cas nous qu'on voit sur Heroco, c'est des gens qui ont eu leur résidence principale, qui sont propriétaires et qui commencent à réfléchir un peu à la suite et qui sont flemmards du revenu locatif en direct et de se lancer d'eux-mêmes et qui préfèrent avoir de la gestion déléguée. Ou comme moi, d'ailleurs, moi je suis pas flemmard parce que je le fais, mais en fait je vois la difficulté. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, en ayant quelques petits biens, et bien évidemment, à un moment je me dis si je le démultiplie par 4, 5, 8, en fait, gérer des locataires qui partent, des travaux, une fuite. Et la géographie. T'as un locataire à Angers, t'en as un à Rennes. En fait, tu vas te retrouver à quand même pas mal galérer. Et du coup, le troisième âge, nous, on voit pas mal d'investissements. C'est des gens qui ont fait des investissements locatifs pendant quelques années et qui, en fait, en ont marre, ferment ces projets-là, vendent tout et investissent en SCPI. Ils se diversifient. En général, on voit, ils investissent dans 2-3 SCPI. Parfois, en remettant un petit peu de dette. Mais comme ça, ils préparent leur retraite en se disant, en fait... je me suis fait chier pendant 10 ans à faire l'immobilier locatif, j'ai appris plein de choses, c'était sympa, mais maintenant je suis fatigué et j'ai plus envie de gérer des fuites de robinet et des problèmes de serrure. Belle histoire entre potes, Hiroko. J'avoue que moi je me dis, plutôt que d'aller chez vous, je vais mobiliser 10 personnes, 10 auditeurs de la Martingale, leur dire venez, on met 2 millions sur la table en empruntant beaucoup et puis après on va ouvrir une SCPI, mais non, je vais pas le faire, c'est trop de travail. Et puis derrière, je vois tu me parlais des 600 millions que vous aviez regardé pour en investir 20. Non, c'est juste que j'ai un peu une pointe de jalousie sur votre aventure, mais justement le principe de la SCPI, c'est qu'il faut pas être jaloux puisqu'on peut en faire partie. C'est un peu ça la beauté du geste, quoi. Exactement. Cool, et écoute, on a fait un bon tour, je crois, de la SCPI, de la nouvelle génération que vous représentez. Je pense qu'il y en a d'autres. T'en as cité certains, et c'est fair d'ailleurs de ta part. Et je trouve ça très cool. Et on n'oublie pas les anciens, on n'oublie pas aussi, tu le disais, d'en parler avec ses conseillers si on en a. Superbe. C'est quoi ta martingale à toi, Gauthier ? Moi, ma martingale, écoute, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien être très diversifié. Donc, tu vois, moi, j'ai lu le livre Rich Dad Poor Dad il y a quelques années. Je crois que c'est Jonathan Angelov. Je sais plus qui me l'a donné sur Génération du Yourself. Ouais. Je l'ai lu assez tardivement, mais c'est super. C'est plein de clichés à l'américaine. C'est plein de clichés à l'américaine, mais en fait, derrière ça, il y a un truc qui est très vrai, c'est que quand tu fais quelque chose toi-même, une fois, en fait, t'apprends quand même pas mal de choses. Et moi, je suis quelqu'un de curieux et du coup, j'aime bien faire plein de trucs. Et du coup, j'aime bien faire l'immobilier. Mais tu vois, je fais des cryptos, je fais un peu de private equity. Voilà, j'essaie de faire plein de trucs parce que intellectuellement, voilà, ça me plaît de faire plein de choses. Au-delà de l'argent que tu gagnes, en fait, je trouve que tu as une vraie richesse intellectuelle à apprendre tout ça. Et tu vois, je trouve ça trop con de ne pas le faire ou de mal le faire. Moi, c'est ce qui m'énerverait, tu vois, c'est
de gâcher les choses et d'avoir un compte courant qui déborde ou voilà, ce genre de choses. Ça, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien, entre guillemets, me prendre en main et prendre le taureau par les cornes et prendre un sujet et m'énerver un peu dessus, quoi. Une des remarques que je me faisais, alors c'est très bien, ouais, je pense que de toute façon, on l'a vu plein de fois ici, le spread, en tout cas, répartir son argent sur plusieurs endroits et pas tout mettre d'un seul coup, c'est intéressant. Alors, ce qui est bien dans une SCPI, c'est que si je mets tout d'un seul coup dans une SCPI, entre guillemets, c'est que vous n'allez pas tout investir d'un seul coup derrière. Il y a un peu un temps de déploiement, non ? En fait, c'est pas un peu pareil, c'est pas comme acheter plein d'actions d'un coup, si ? Alors c'est un peu différent, c'est-à-dire que tu vas investir dans une SCPI, tu vas d'un coup devenir propriétaire de tout ce qu'il y a dans la SCPI. Ouais. Et tu vas devenir propriétaire aussi de tout ce qu'il y aura dans la SCPI entre le moment où tu rentres et le moment où tu sors. Donc en fait, tu vas te diversifier d'un coup. T'as un peu un dollar cost averaging quand même qui est fait. Clairement, tu vas devenir multipropriétaire sur plusieurs géographies, plusieurs typologies de biens. Et dans le futur. Donc, en fait, ce qui est sympa, c'est que tu es immédiatement déployé. En revanche, l'équivalent de ça, et ça, c'est un truc qui est important, c'est le délai de jouissance. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu investis et le moment où tu touches ton premier dividende, il y a entre 4 et 6 mois. À blanc, et en fait, c'est le temps pour la société de gestion de déployer l'argent, le nouvel argent que tu as amené à la communauté des associés. Ok. Très clair, donc il faut négocier avec ton banquier si tu peux pas le payer, un peu de décalage. Ouais. Eh ben écoute, je crois que c'est bien. Je faisais juste la remarque que si tu empruntes beaucoup pour rentrer dans une SCPI, il faut juste pas oublier que si t'as pas ta résidence principale ou si tu veux faire un autre emprunt à un autre endroit, tu grèves quand même ta capacité d'emprunt. Donc voilà. Clairement, parce que ton banquier, en général, il va pas, même si, imaginons que tu fais une opération blanche. Aujourd'hui, tu vois, on regarde, c'est à peu près quand tu as 45% d'apport que tu fais une opération blanche nette fiscale. Ton banquier, il va pas considérer que tu fais une opération blanche, il va pas mettre de côté 100% de la dette. Il va prendre un gros pourcentage de cette dette-là et il va l'intégrer dans ton profil. Et du coup, faut faire attention si tu as des projets de résidence principale, etc. Dans l'idéal, tu le fais d'abord et après tu fais ton investissement en SCPI ou en tout cas, tu calcules un petit peu ce que tu veux acheter pour préparer un peu les choses. Parce que sinon, j'irais emprunter 1 milliard en fait. Pourquoi pas, tu vois ? Tu peux essayer. Je peux essayer. J'ai une bonne force de négo, mais je pense que mon banquier, cette fois-ci, me dira, Monsieur Stéphanie, retournez à vos épisodes. Mais il faut tenter. Hein. Moi, là-dessus, tu vois, mon petit conseil à notre petite échelle, c'est qu'en fait, tant que tu ne demandes pas, c'est pas à toi de refuser. Donc, ça vaut toujours le coup de demander un petit peu de dette à son banquier, d'augmenter sa surface financière, de le faire de manière un peu raisonnable, mais de demander. Et même si en ce moment, le crédit, c'est particulièrement compliqué, en fait, on le voit, parfois, ça passe. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. C'est une bonne manière de terminer cet épisode. Merci beaucoup, Gauthier. C'était un plaisir. Écoute, on te retrouve sur Heroco, on te suit sur les réseaux sociaux, Gauthier de la Brousse Mailloux, avec un X à la fin. Je mettrai le lien vers tes profils, etc. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas d'envoyer plein d'amour à mes invités, à nos sponsors aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ça et qu'on se régale. Je me régale vraiment, moi, à faire la martingale. Et donc voilà, j'ai plein de super épisodes en ce moment en plus qui viennent et encore. Donc toutes les semaines, c'est très cool. J'espère que ça vous plaît. Je reçois beaucoup de messages sympas et je vous en remercie. Et je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale. Continuez à partager. Salut! Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.